Hello, salut, comment ça va? Comment vas-tu bien la planète? Le podcast qui prend la température du monde. Depuis 2020, le monde connaît une pandémie nous invitant avec insistance à penser le monde d'après. Et si ce monde d'après était déjà là, au travers d'hommes, de femmes, humanitaires, missionnaires ou expatriés, qui chaque jour, aux quatre coins de la planète, vivent et s'engagent pour rendre notre monde plus soutenable. Dans chaque épisode, nous aurons l'occasion de partir à la rencontre d'une personnalité, d'un pays, d'une culture, d'un regard, d'une action en faveur des 17 objectifs du développement durable de l'Agenda 2030. Dans ce temps pandémique si singulier qui s'inscrit déjà dans les livres d'histoire, nous vous invitons à prendre la température du monde et à devenir acteurs du changement. Je suis Patrick Longchamp, journaliste. Bienvenue dans Comment vas-tu bien la planète? Hello, salut, comment ça va? Cette semaine, nous partons à la découverte de l'objectif 12 pour une consommation responsable et durable, avec Blaise Desbordes, directeur général de Max Havelaar, Julienne Coudiou, productrice de chocolat en Côte d'Ivoire, et Ivan Chiavone, gérant du bar à Nantes, le Choc Ola. Comment vas-tu bien la planète? Saison 2, épisode 1. Hello, salut, comment ça va? Voilà, il est temps donc d'ouvrir notre dossier de cette semaine avec nos invités. Nous allons donc parler de chocolat. Cette semaine, Blaise Desbordes, directeur général de Max Havelaar, Valéria Rodriguez, chargée du plaidoyer chez Max Havelaar, et Ivan Chiavone, créateur à Nantes d'un bar à chocolat qui s'appelle d'ailleurs le Choc Ola. Alors, avec Ivan, on se retrouvera un petit peu aussi en fin d'émission, mais Ivan, vous intervenez quand vous voulez. Je vais commencer avec vous, Blaise, pour parler un petit peu de ce qu'est le chocolat, ce qu'est la filière chocolat aujourd'hui dans le monde, en quelques mots, en quelques chiffres. Alors, quelques mots, quelques chiffres, mais chocolat ou cacao d'abord? Cacao avant tout. C'est la matière première qui est cultivée dans la zone intertropicale et elle est principalement et même quasiment uniquement cultivée dans cet endroit-là car il faut des conditions climatiques particulières et donc quelque part à notre corps défendant ou parfois avec grand plaisir on est dépendant de pas mal de millions de personnes à l'autre bout du monde. On estime à 50 millions de personnes les gens qui vivent de la culture du cacao. Dans cette zone, les principaux pays, ça va être la Côte d'Ivoire, numéro 1 mondial, presque la moitié du cacao mondial, et puis le Ghana juste à côté, qui en produit une bonne part, et puis vous avez en Amérique latine aussi. Alors quelle différence, tiens, on va peut-être poser la question à Ivan qui est de l'autre côté du téléphone, quelle différence on fait entre le chocolat et le cacao, Ivan? Le cacao, c'est le fruit, c'est la base pour la création du chocolat. Et le chocolat, c'est le résultat de cette transformation. D'accord. Donc c'est vraiment tout simple. Alors Ghana, Côte d'Ivoire, c'est les deux pays les plus importants. C'est quoi les quantités aujourd'hui de production? À peu près 4 millions de tonnes. À peu près 4 millions de tonnes dans le monde, dont à peu près 2 millions qui viennent de la zone Côte d'Ivoire-Ghana. Juste pour compléter peut-être sur ce que dit Ivan, c'est à la fois simple et aussi très compliqué. C'est-à-dire qu'au milieu, entre les fèves de cacao et ce que vous avez dans les étalages en France, par exemple, vous avez une industrie gigantesque et des quantités gigantesques de fèves qui vont être broyées, qui vont être concassées, qui vont être torréfiées, qui vont être pressées pour faire soit de la liqueur, soit du beurre de cacao et rémélangées pour produire différentes sortes, notamment le cacao de couverture qui est assez connu, mais toutes sortes de sous-produits entre guillemets qui vont composer à la fin les délicieux chocolats que vous avez. Mais c'est pas anodin cette affaire en termes économiques parce que j'ai envie de surfer un petit peu sur votre métaphore des œufs de Pâques, mais il n'y a pas beaucoup d'œufs dans le nid. C'est 6 grands groupes, grosso modo, qui contrôlent la production mondiale, l'essentiel de la production de chocolat vendu. Et quand on remonte plus haut dans la filière, c'est plutôt 3 grands groupes qui vont contrôler à peu près 60% de la transformation du cacao. Ce sont ces grands intermédiaires qu'on connaît pas très bien, on connaît pas leur nom, Cargill, Olam, Barry Callebaut, je pense pas que vous les entendez tous les jours à la radio. C'est ces 3-là qui vont rattraper l'ensemble, 60% de la production mondiale de cacao, pour ensuite la redistribuer à l'ensemble des fabricants de chocolat. Ils vont la travailler et ils vont la redistribuer sur des milliers et des milliers de petits fabricants, de petits chocolatiers. C'est des sortes de grossistes transformateurs. L'important en termes économiques, c'est que vous avez là une forme d'oligopole. Et un oligopole, dans notre langage à nous, ONG de commerce équitable, ça veut tout de suite dire rapport de force défavorable. Rapport de force où le plus faible et le plus nombreux, c'est-à-dire les 50 millions de personnes, à peu près, je dirais 5 millions de planteurs, vont être dans une situation où ils ne pourront pas imposer un prix juste ou imposer
proposer juste un prix au-dessus de leur coût de production et à des négociants qui vont bien sûr... Alors vous dites l'Afrique, le Ghana sont les deux plus gros producteurs mondiaux de cacao aujourd'hui, de fèves de cacao. Il y a une question que je me pose, c'est est-ce qu'aujourd'hui l'Afrique est aussi un lieu de transformation ou n'est finalement la grande serre mondiale de cacao ? C'est peu un lieu de transformation, très peu. Les phases que vous pouvez maintenir, la valeur que vous pouvez laisser sur le territoire africain, ça va être la phase un peu de fermentation et de séchage des fèves. Après, vous avez quelques unités effectivement qui vont peut-être les torréfier, mais ça a été effectivement très concentré et c'est surtout de la matière première assez brute qui quitte les ports africains chaque jour. Quel est aujourd'hui le plus gros consommateur de chocolat au monde ? C'est très statistique, mais... Je crois que c'est lié à la population, ça va être les États-Unis, qui sont les premiers importateurs. Ensuite, vous avez les Pays-Bas, l'Allemagne. En fait, vous avez la consommation, effectivement, ça va être en nombre. En France, on va être autour de 7 kilos par personne et par an. C'est déjà substantiel. Si vous le divisez en tablettes de 100, ça fait 70 tablettes de 100 grammes. Après, là-dessus, je ne sais pas si on en parlera après sur le commerce équitable, mais c'est une très faible part qui va obéir à des règles de commerce un peu plus justes. Et Ivan, il y a une culture du chocolat en France. Vous qui voyez des consommateurs venir dans votre bar à chocolat à Nantes régulièrement, est-ce qu'il y a une vraie culture du chocolat en France ? Les gens qui viennent, ils savent ce qu'ils viennent consommer ? Confronté tous les jours à un client qui déjà cherche un produit qui est dans la pureté et ils veulent vraiment un produit plus naturel. Et oui, il y a une vraie consommation de chocolat. Et je sais que les Français ils sont friands par nature de ces produits. Le chocolat, ça fait quand même rêver. C'est un produit délicieux, oui. Il y a une culture aussi à faire sur le chocolat que peut-être on ne fait pas assez. Oui, justement. Il y a beaucoup de gens, je me rends compte aussi, qui ne savent pas d'où vient le chocolat ou à quoi ça ressemble une fève de cacao ou à quoi ça ressemble l'arbre dont le sort. Donc, nous, on prend le temps pour expliquer ça à nos clients, ou dire, on travaille dans les forêts avec les producteurs. Et ça ressemble à ça. On montre les photos des parcelles des producteurs, on montre les procédés de transformation et surtout l'origine traditionnelle. Blaise, est-ce que chez Max Havelaar, il y a une dimension aussi pédagogique qui est faite alors autant on voit tout le travail, et on le verra un petit peu plus tard, tout le travail lié aux producteurs, aux coopératives, mais est-ce qu'il y a aussi un travail pédagogique pour bien faire comprendre aux consommateurs d'où vient le chocolat, comment il est produit, quels sont les risques Essentiel, absolument essentiel. C'est la dimension, c'est la raison d'être de l'ONG Max Havelaar. Nous sommes sous forme associatif, donc nous associons dans notre conseil d'administration et dans nos membres un certain nombre soit de personnalités, soit d'associations de sensibilisation sur le terrain dans les régions françaises. Vous avez des associations de consommateurs, de citoyens qui veulent promouvoir le commerce équitable et qui vont donc faire effectivement beaucoup de pédagogie. Après, je dirais, le sujet, il est plus grand que nous. Dans la mondialisation, le principe essentiel, c'est je vais juste m'attacher à votre satisfaction de consommateur, à votre impulsion, le goût, le prix, etc. Et quelque part, sans vouloir le cacher, mais de fait, je vais pas vous révéler ce qu'il y a derrière. Et donc, effectivement, nous, on est au cœur de ce dispositif. C'est mettre de la lumière sur des chaînes qui sont de plus en plus étendues. Vous allez fabriquer un ingrédient en Belgique, un autre en Amérique latine, un autre en Afrique. Vous allez les mélanger aux Pays-Bas, vous allez les transporter en France et vous allez les consommer peut-être en Espagne. Et mettre la lumière là-dessus, c'est aussi reprendre un peu la main sur notre consommation. Sinon, évidemment, on va agir de manière extrêmement automatique et, à notre avis, pas assez loin d'une consommation un peu responsable. Je veux juste ajouter un point sur les Français parce que ça vaut la peine d'être noté. Les Français sont très chocolat. Ouais. Ils sont très chocolat. Les Belges sont connus, mais on aime beaucoup le chocolat noir. Ça, c'est une première distinguo au niveau des marchés et des ventes. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on aime beaucoup les tablettes. Pour ça que dans les marchés, dans les rayons des magasins français, vous avez énormément de tablettes de chocolat. On aime ce format, je sais pas pourquoi. Donc, les Français aiment les tablettes, mais on le voit de plus en plus. D'ailleurs, il y a beaucoup de magasins qui proposent des tablettes décorées. Décorez vous-même votre tablette de chocolat sur le papier d'emballage, etc. Et c'est vraiment une caractéristique française, la tablette. C'est une caractéristique française, la tablette, effectivement, peut-être parce qu'elle se partage. Et donc là, il y a peut-être un clin d'œil un peu fraternel, un peu sympathique. Mais surtout, ce que vous dites, effectivement, se constate dans la consommation. De plus en plus, les gens veulent, autour de leur consommation, avoir une expérience.
On dit l'expérience café, on dit l'expérience cacao, l'expérience du thé. Et ça veut dire qu'il y a un imaginaire qui se construit autour du fait de déguster des saveurs. On s'intéresse au terroir, on s'intéresse à d'où ça vient, on s'intéresse à la petite tonalité forestière, la petite tonalité de noisette dans un café, dans un cacao. Et aujourd'hui, c'est la grande tendance. Et nous, on arrive là-dedans en disant, mais oui, faites une expérience, mais faites une expérience globale. Intéressez-vous aux saveurs et intéressez-vous aussi aux gens, à l'histoire du cacao, d'où il vient, pourquoi et comment il est fabriqué et par qui. Et bien justement, on va aller à la rencontre de Julienne Kouadiou, qui est productrice de chocolat en Côte d'Ivoire. On l'a rencontrée pour venir nous parler de ce qu'est aujourd'hui, ce que ça veut dire être productrice de chocolat, d'être une femme productrice et entrepreneur. On l'écoute, elle est productrice de chocolat en Côte d'Ivoire. C'est Julienne Kouadiou, c'est notre portrait de cette semaine. Hello, salut, comment ça va? Alors Julienne, vous êtes agricultrice, vous vous occupez de plantation de cacao. Racontez-nous un petit peu votre histoire. Comment êtes-vous arrivée à devenir chef d'entreprise d'une plantation de cacao? Après avoir quitté les bancs, je me suis donnée à l'agriculture en commençant par les cultures vivrières. J'ai fait ça, aubergines, piments, tomates, autres, pendant 3 à 4 ans. Et quand j'ai eu un peu d'économie, j'ai commencé à m'investir à planter le cacao, qui est devenu aujourd'hui un champ de cacaoyer. Quelles sont les difficultés aujourd'hui que vous rencontrez sur la filière cacao chez vous en Côte d'Ivoire, Julienne? La difficulté que nous rencontrons dans mon pays au niveau de la filière cacao, c'est que on n'a pas le soutien du gouvernement. On n'a pas du tout le soutien du gouvernement. Et une autre chose, c'est que lorsqu'on fixe le prix du cacao, nous-mêmes qui sommes producteurs, acteurs concernés, on ne nous associe pas on ne nous associe pas aux réunions et aux prix. Et la dernière fois, j'ai été même très déçue et sidérée en Europe aussi de savoir qu'il y a eu la fête, la journée mondiale du cacao, où aucun producteur n'avait été invité. Il n'y avait seulement que le ministre de l'Agriculture. Là encore, c'est décevant. Et autre chose, c'est que quand la campagne démarre, le gouvernement ne donne pas de prêt, de préfinancement aux coopératives pour pouvoir faire le ramassage post-champ pour arriver à la coopérative jusqu'à l'exportateur. Là aussi, c'est une autre difficulté. On est vraiment isolé et abandonné du gouvernement. Entre-temps, on sait très bien que l'économie de la Côte d'Ivoire repose sur l'agriculture. Et ceux-là même qui font l'économie de la Côte d'Ivoire, en temps normal, on devrait avoir un regard pour eux, même en fin d'année, en fin de campagne, une prime ou bien un bonus de remerciement pour que ceux-là, ou bien même les encourager à verser un peu dans des comptes, les encourager à faire des comptes d'épargne par rapport à un bonus ou bien à une prime. Et là aussi, si le gouvernement le fait, c'est pas fortuit. Alors, bonus et primes que vous avez trouvé en vous associant, du moins en vendant votre production à une coopérative. Et ça a été pour vous important de trouver cette coopérative? La prime que j'ai reçue à ma première année en 2012 à la coopérative a été beaucoup importante pour moi parce que elle m'a encouragée à intégrer réellement cette coopérative parce que à travers cette prime de développement, la coopérative arrive à donner des prêts aux producteurs quand ils ont des parents malades ou bien quand il y a des décès. Et souvent à la rentrée, cette coopérative se voit obligée de donner des prêts scolaires. Entre-temps, on n'a pas beaucoup de ressources. Or, si on avait les préfinancements, ça pouvait encore motiver et donner plus de force à la coopérative. L'avantage de la coopérative aussi, c'est pas qu'un avantage financier, c'est aussi un avantage parce que vous êtes accompagné, vous êtes formé pour être meilleur chef d'entreprise, pour mieux gérer vos plantations?
Oui, l'avantage de la coopérative, c'est que on reçoit des formations pour être leader sur la bonne gouvernance, sur par exemple, le champ école, des pratiques, de des bonnes pratiques agricoles pour pouvoir vraiment s'adapter aux réalités qui se présentent sur nos champs. Et vous avez vu une différence, vous, en ayant suivi ces formations et en appliquant ces formations sur une meilleure santé de vos plantations de cacao? Oui, il y a eu une grande différence parce qu'il y a un suivi et les PR même que la coopérative envoie pour suivre et contrôler, même s'il y a certaines choses que nous, producteurs, on n'a pas pu capter, eux, comme ils reçoivent aussi les formations, eux, ils arrivent à se rendre compte qu'il y a une situation qu'il faut corriger rapidement. Donc, les formations que nous recevons grâce aux primes de développement FAIRTRADE, vraiment fait beaucoup pour les coopératives. C'est pour cela qu'il est mieux de se mettre en coopérative pour bénéficier de beaucoup de choses. Et vous-même, vous avez reçu une formation au leadership. Ça a été important pour vous, cette formation. Qu'est-ce que vous avez découvert? La formation de l'école des femmes du leadership m'a apporté beaucoup. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, d'abord au sein de la coopérative et dans la vie de tous les jours. Et ça a développé beaucoup de choses en moi, la confiance en moi, la confiance en soi et la bonne gouvernance, comment entreprendre une activité et tout ça. Et ça m'a apporté beaucoup de connaissances aussi au niveau du monde cacaoyère. Et avec cette formation, j'ai participé à la convention de FAIRTRADE au Ghana, au Kenya. Et ça me permet aujourd'hui une grande ouverture. Aujourd'hui, c'est grâce à Max Havelaar France qui me permet que je suis à Paris et précisément à Nantes pour participer à cet événement. Et alors, qu'est-ce que vous avez découvert par rapport à la manière aussi de gérer? D'abord, vous avez combien de salariés dans votre plantation? Dans la plantation, en réalité, je ne sais pas s'il faut appeler salarié ou pas, mais il y a 3 personnes qui travaillent dans la plantation que je gère. Et vous avez découvert une nouvelle manière aussi de manager, de vous occuper des 3 personnes avec qui vous travaillez dans la formation au leadership? Oui. J'ai découvert que pour travailler avec quelqu'un, il faut d'abord communiquer. Il faut s'entendre et la communication, ça donne beaucoup. Parce que tant que tu ne communiques pas avec quelqu'un, tu ne peux pas savoir ce qu'il a comme problème, ce qu'il a dans le cœur et qu'est-ce qu'il pense de ce que vous allez entreprendre. Et ça m'a permis aussi de capter rapidement et comment l'autre se porte dès que tu le rencontres. Voilà. On n'en a pas parlé, mais aujourd'hui, est-ce que les plantations de cacao en Afrique et en Côte d'Ivoire en particulier sont en danger? Oui, les plantations de Côte d'Ivoire sont en danger par rapport au climat, au changement climatique. Le climat a beaucoup changé. Il ne pleut pas autant qu'il faut. Et quand il doit pleuvoir, c'est des pluies abondantes sur un seul mois. Et ces pluies abondantes régulières, sans espace, détruisent aussi, donnent de la pourriture brune au cacao, aux fèves de cacao. Et il n'y a aucun engagement
pour remédier à cela. C'est vrai que le changement, c'est la nature, mais il faut reconnaître aussi que la Côte d'Ivoire a été trop déboisée. Et aujourd'hui, même où il ne pleut pas, on continue de déboiser ces bois-là, ces quelques rares bois-là. Donc, vraiment, c'est l'avenir de la cacaoculture s'avère dangereuse. Ma dernière question, Julienne, c'est quoi votre espérance pour vous et pour votre plantation? Bon, mon espoir est que dans la coopérative où je suis, qu'on trouve un chocolatier avec qui nous allons traiter directement, qui va prendre nos cacao depuis la base de la coopérative jusqu'à lui, sa zone. Mon espoir, c'est que aussi Fairtrade Ouma Savla augmente nos volumes afin que la prime que nous percevons puisse toucher un grand nombre de nos producteurs qui sont encore dans la zone rurale. Et aussi, l'espoir que j'ai est que le gouvernement ait un regard pour les producteurs que nous sommes, afin que nous soyons vraiment satisfaits du métier de producteur et que nous puissions être encouragés d'y demeurer ou d'encourager encore d'autres personnes à l'intégrer. Merci beaucoup Julienne. Bon courage à vous et à vos plantations de cacao et à toute la filière cacao en Côte d'Ivoire. Merci à vous. J'ai dit merci aussi à Massavlar et cette association qui m'a offert cette opportunité de venir jusqu'en France pour parler devant des étudiants et à ce forum aussi. Et je leur dis vraiment grand merci d'élargir, d'étendre cette association afin qu'elle ouvre la porte à beaucoup d'autres personnes qui sont dans les zones enclavées. Merci beaucoup Julienne. Hello, salut, comment ça va? Voilà, Blaise, vous avez écouté attentivement Julienne, vous l'avez rencontrée, hein, vous l'avez même un petit peu baladée un peu partout en France. Elle remercie Max Havelaar. C'est quoi la place de Max Havelaar dans la filière chocolat aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle réalise? Elle n'est pas énorme, mais elle est très valeureuse. Elle n'est pas énorme parce bien. que c'est ce qu'il faut. Quand on est petit, il faut se battre. Ça doit être 1 ou 2% du cacao mondial qui peut être acheté dans des conditions de commerce équitable. Donc c'est pas encore très important, mais ça fait beaucoup de containers et on est en train de vivre une histoire ces dernières années de grande croissance. Et ça, c'est vraiment un espoir très fort. Je rebondis sur l'espoir dont parlait Julienne. Nous, c'est de réussir, comme elle le demande, à ce qu'on vende plus de volume de leurs fèves aux conditions du commerce équitable, des conditions différentes. Et ça, je dirais, on est en train de vivre une assez belle histoire depuis 2-3 ans avec ça explose le chocolat aujourd'hui, équitable en tout cas. Pour une raison qui vous surprendra peut-être, mais les grands acheteurs se rendent compte qu'après des décennies d'acheter et de pressurer les petits planteurs, ils risquent d'avoir un effondrement. C'est-à-dire la moyenne d'âge est de 51 ans dans les plantations. Il y a les problèmes, comme elle l'a dit, des petits plants qu'on ne renouvelle pas, etc. Le changement climatique, les nuisibles. Et donc, ils commencent à acheter du commerce équitable parce qu'ils se rendent compte que les coopératives qui sont dans ce système sont plus solides. Valéria, c'est quoi pour vous les enjeux? Vous êtes en charge du plaidoyer. C'est quoi les enjeux aujourd'hui dans la filière chocolat essentiellement? Alors dans la filière cacao, les principaux enjeux vont être le travail des enfants par exemple, qui est quelque chose qui est un fléau dans cette filière, la déforestation comme elle nous l'a dit, et dans ce sens-là par exemple nous faisons du plaidoyer pour qu'il y ait plus de financement, pour de l'appui aux producteurs pour qu'ils puissent mettre en place des démarches telles que l'agroforesterie par exemple, et qu'ils puissent reboiser et mettre en place des arbres. Mais pour ça il faut donner les moyens aux producteurs. Donc nous, on fait de l'appui. On est peut-être un des seuls labels à faire de l'appui aux producteurs sur place. Mais il faut aussi plus de financement. Ça veut dire quoi un plaidoyer? Ça veut dire que vous faites des pétitions internationales pour faire avancer les choses? Ou est-ce que le plaidoyer, ça veut dire on va aussi directement sur le terrain pour agir?
Alors, dans le plaidoyer, nous allons agir surtout pour essayer de changer un peu les règles avec lesquelles on fonctionne actuellement, et on va essayer d'influencer les lois, par exemple, pour que dans les lois il y ait des articles, exactement, des articles qui bénéficient au commerce équitable, qui promeuvent le commerce équitable. Et on va, par exemple, faire du plaidoyer aussi pour que dans la commande publique, parce que les États comme le nôtre, par exemple, ils ont une obligation, par exemple, d'être exemplaires par rapport à ça. Donc, pourquoi pas plus de chocolat, plus de café dans les commandes publiques. C'est aussi un moyen de faire en sorte qu'il y ait plus de producteurs qui puissent vendre dans ces conditions-là. Alors, Julienne parlait de sa coopérative, qu'après ça, des coopératives Max Havelaar, le Fairtrade, tout ça, comment ça fonctionne, c'est quoi ? Ça fonctionne selon des règles assez révolutionnaires, c'est-à-dire qu'on fixe un prix minimum garanti pour le producteur. Donc, quelle que soit la spéculation, et Dieu sait si la spéculation sur le cacao est énorme, c'est un des produits financiers qui a rapporté le plus à la Bourse de Londres l'année dernière, 28% de rendement auprès des traders à Londres, quand des gens comme Julienne gagnent à peine $1 par jour. Et donc, le système, il est de fixer un prix minimum garanti. Nous venons de le remonter de plus de 20% supérieur, car ils en ont besoin sur le terrain. Ça, c'est l'obligation. Vous ne pouvez pas mettre le label si vous n'avez pas ce prix garanti. Le deuxième mécanisme, qui est très utile, c'est la prime de développement. Vous avez un bonus d'à peu près 10% de ce que vous vendez, qui va servir en collectif, à la coopérative. Et chaque année, les coopératives vont voter et dire ce qui est important pour nous, c'est des actions sur l'éducation, ou alors ce qui est important pour nous, c'est au contraire de renforcer la coopérative, l'outil de travail, ou de reboiser. Ou de reboiser éventuellement. Donc ce sont ces deux mécanismes-là principaux qui font le commerce équitable. Ivan, comment vous réagissez, vous, d'abord au témoignage de Julienne et à ces modes de fonctionnement ? On le verra peut-être un petit peu tout à l'heure quand on va parler de chocolat. Comment vous réagissez ? Alors, moi j'ai eu la chance de rencontrer Julienne quand elle était à Nantes, et en discutant avec elle, je me suis rendu compte de beaucoup de problèmes aussi qu'on trouve partout dans le monde. Et j'ai parlé avec elle par rapport à la fabrication de chocolat, justement, lors de l'intervention, elle a dit ça. Et c'est vrai que ils vendent la matière première, mais par contre, il y a un grave problème. Pourquoi on ne fait pas la valeur ajoutée à toutes ces matières premières ? C'est ça, c'est une bonne question. Voilà, pourquoi on ne le fait pas ? Pourquoi ? Parce que c'est là qu'on va donner plus d'armes, plus de moyens. Alors je vais poser la question justement à Blaise. Pourquoi est-ce que ça se fait pas ? Est-ce que c'est parce qu'il y a une forme d'oligopole et donc pas de capacité, on les bloque finalement sur cette partie de valeur ajoutée, puisque c'est là que se fait le prix, je vais pas dire le prix réel, mais le prix avec la valeur ajoutée se fait sur cette domaine-là ? Ou est-ce que parce que on ne va pas développer, c'est parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils n'ont pas les savoirs, ils n'ont pas les connaissances, ils n'ont pas l'envie ? Je crois que c'est simplement le principe du commerce qui est d'essayer de capter pour soi, entre guillemets, le bénéfice maximum. C'est ça le commerce et le libéralisme économique de par le monde depuis la nuit des temps. C'est ça la raison. Donc effectivement, quand ça quitte les ports africains ou latino-américains, c'est 20 milliards. Et vous n'avez pas poussé avec Max Havelaar l'idée que les coopératives puissent être aussi des lieux de transformation ? C'est notre idéal. J'étais il y a un mois en Côte d'Ivoire, et quelle n'a été ma joie en discutant avec un directeur de coopérative quand il m'a dit « Mais Blaise, si vous voulez aujourd'hui, après 10 ans de commerce équitable, nous, on vient d'acquérir notre licence d'exportation. Ça veut dire que si un chocolatier le veut, je peux le livrer sur le quai à Utrecht, à Anvers ou dans un port d'importation, avec ma propre licence d'exportation. Ça, c'est un peu notre idéal. C'est-à-dire qu'ils prennent des forces, ils se renforcent, ils apprennent à se battre sur le plan commercial, et ils peuvent même livrer des chocolatiers européens. Ça, c'est la figure idéale. Mais pour l'instant, c'est 20 milliards quand ça quitte les ports africains, et dans vos étalages, c'est 150 milliards. Donc, cherchez l'erreur. Il y a 80 milliards de valeurs qui sont créées chez nous, alors que dans une tablette, un planteur va toucher 6%. Donc, sur une tablette de 2 €, il va toucher 12 centimes. Ivan, racontez-nous un petit peu l'histoire de ce bar à chocolat. Comment il est né et comment en êtes-vous venu à ouvrir ce local ? Oui. On a commencé cette aventure en novembre 2014 et on a ouvert les portes au public dans la ville de Nantes. Et c'est né du fait que, comme vous l'entendez un peu, mon accent, moi je suis mexicain d'origine. Oui. Et justement, en étant le Mexique, le pays vient à la base le chocolat. Ouais. Le chocolat, l'originaire c'était développé par les anciennes cultures comme les Olmecs, les Mayas et des autres cultures. Nous au Mexique, on garde toujours cette tradition de fabrication de chocolat. Moi, j'ai eu la chance depuis tout petit à la maison, et ma maman,
elle m'a appris à le faire depuis toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand vous dites elle m'a appris à le faire, ça veut dire que vous aviez chez vous des cabosses de chocolat, vous les cassiez et vous le transformiez directement de la cabosse au produit chocolaté? Non, maintenant maintenant que je suis adulte, je me rends compte. Maintenant, on habitait dans la ville, mais on trouvait des magasins, des petits magasins où on pouvait trouver les fèves de cacao déjà torréfiées. Et ma maman, elle faisait broyer ça dans un moulin d'à côté de la maison. Ouais. Et après, on faisait le chocolat à notre façon à la maison, comme on voulait le faire. Et voilà, c'est comme ça que j'ai appris à le faire. Après, je me suis rendu compte, j'ai appris plus par rapport au métier. Et voilà. Et pour revenir à l'histoire de notre magasin, nous, ce qu'on essaie de faire dans notre magasin, c'est de découvrir, de réveiller un peu la curiosité des Français, de notre public. Déjà, d'où il vient le chocolat. Qu'ils sachent d'où il vient, d'où il est originaire, d'où ça sort. Ce que vous disiez tout à l'heure, quand vous le montriez. Mais alors, quelle est la particularité du chocolat que vous proposez à la vente ? Alors, justement, comme disait Blaise tout à l'heure, les Français, principalement, ils cherchent des tablettes de chocolat. C'est vrai que nous aussi, on propose du chocolat, mais à la base, nous, on commence à réveiller cette curiosité pour dire, voilà, à la base, c'est quoi le chocolat ? Le chocolat, à la base, si on comprend les mots traduits en français, ça veut dire eau amère. Eau amère, c'est une boisson, parce qu'à la base, les Mayas, les anciens peuples, le faisaient en boisson, qui était uniquement pour les prêtres, pour le roi, pour la noblesse de l'époque. Et c'était une boisson amère, épicée, et parfois un peu de vanille, ou parfois mettre un peu de miel pour sucrer. Donc nous, on commence par dire, voilà, il y a des tablettes, mais à la base, le chocolat, c'est une boisson. Donc c'est pour ça que nous, on est un bar à chocolat, on propose du chocolat en boisson. Soit, maintenant, on s'adapte au public, hein. On le propose au lait, à l'eau, à la base, comme on le fait. Et on le fait aussi épicé, et comme il faisait avant. Avec de la vanille, éventuellement. Voilà. Et sans sucre. Ouais. Alors, et la particularité des tablettes, moi j'ai eu la chance de pouvoir en goûter, c'est un chocolat qui est assez étonnant quand on l'a en bouche. Il est très friable, il n'a pas ce côté lisse qu'on peut trouver dans beaucoup de tablettes. Pourquoi ? Oui, en effet, parce que nous on travaille le chocolat de la façon traditionnelle. Comme je l'ai appris quand j'étais petit. La façon traditionnelle mexicaine, ma maman elle m'a appris à le faire comme ça. Ça veut dire avec la fève de cacao entière, on rajoute un peu de sucre complet. Et nous ne va pas rajouter ni graisse, ni lécithine, ni des autres additifs qu'on trouve partout. En plus, on ne va pas faire tous les procédés qu'ils font industriellement, comme les conchages, le tempérage, et des autres choses. Nous, on ne va pas les faire. On va garder la fève telle qu'elle a son goût. Et pour que les clients découvrent vraiment le goût original, le goût brut du produit. Et donc tout ça l'un dans l'autre et réciproquement, ça fait qu'aujourd'hui Chocolat a une place assez singulière. Vous rencontrez d'autres fabricants, d'autres personnes qui travaillent le chocolat de la même manière que vous aujourd'hui en France ou pas, Ivan ? Alors pour rebondir un peu sur ce que disait Blaise tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a un groupe qui détient les monopoles de cette production, donc il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui savent travailler la fève. Il y a des grands groupes industriels qui sont fabricants de chocolat et qu'eux, ils revendent la pâte au chocolatier et qu'eux, ils font ça à partir de là. Certainement, ils doivent avoir des chocolatiers qui savent travailler la fève et c'est un très bon travail. Vous-même, vous la travaillez la fève ? Vous avez une propre coopérative ? Vous allez acheter vos fèves ? Alors justement, nous, ce qu'on a essayé de faire depuis le début, c'est de contourner tout le marché des intermédiaires. Nous, justement, on est servant de mes origines. On est allé voir directement les producteurs, une coopérative, que justement, on avait marre de travailler avec des gros producteurs, des gros importateurs, pour justement avoir en main la maîtrise de son commerce et de tout ce qu'ils font. Donc nous, ce qu'on fait, c'est travailler en direct avec eux. On paye directement la coopérative et on se sert de nos parcours des études. On a fait des commerces internationaux et c'est nous qui faisons l'importation directement.
Voilà, très rapidement, pour terminer, Blaise, comment vous réagissez à cette... C'est formidable, ouais. C'est juste formidable. C'est une des voies d'avenir, c'est de raccourcir les chaînes et de retrouver la qualité. Simplement, la qualité, c'est pas que le goût, c'est pas que notre plaisir, c'est aussi la qualité humaine et la responsabilité les uns envers les autres. La seule petite réserve que j'aurais, c'est que des expériences comme celle d'Ivan ne sont pas généralisables à grande échelle. C'est ça. Je vous ai parlé de centaines de milliers de tonnes, de 4 millions de tonnes, et donc il est aussi nécessaire, et c'est un peu l'invention du commerce équitable, de dire, écoutez, on va donner un signe de reconnaissance, y compris sur les produits de grande consommation. À Pâques, là, vous pouvez trouver dans la grande distribution des moulages, des choses innovantes, des PME françaises qui inventent toutes sortes de choses, des dizaines et dizaines de produits que vous pouvez acheter avec ce petit logo qui change un peu la chose. Et est-ce qu'Ivan pourrait rentrer, par exemple, dans un réseau Max Havelaar, alors à défaut d'utiliser les producteurs, de pouvoir bénéficier peut-être on y réfléchit. Du fait de son travail, d'avoir... voilà. On essaye, il peut toujours prendre dans une coopérative certifiée, peut-être que la sienne l'est au Mexique, mais c'est un parcours un peu différent, je dirais, qui est tellement qualitatif que c'est plutôt en complément dans les produits de grande consommation qu'il faut pouvoir faire la différence, et c'est en train de se passer. Il y a eu 50% de plus de chocolat équitable vendu l'année dernière en France, et on croise les doigts. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été nos invités de ce premier numéro de Comment vas-tu bien la planète. On se retrouvera la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, vous pouvez vous abonner à notre newsletter en allant sur la page Ocha de l'émission Comment vas-tu bien la planète. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez aussi nous soutenir financièrement en faisant un don sur notre page de crowdfunding Comment vas-tu bien la planète sur Tipeee. Voilà, vous trouverez tous les liens sur la page Ocha pour vous connecter à nos différents réseaux sociaux aussi. Nous, on vous souhaite une belle semaine de mise en action de l'un des 17 objectifs du développement durable. Belle semaine à vous toutes et à vous tous. À bientôt, au revoir.